Les vidéos d'archives de SR-71, c'est bien, mais de nos jours, il est possible d'en voir de ses propres yeux. Et figurez-vous qu'il est même possible de vivre l'expérience de se promener librement sous un SR-71, et c'est ce que nous allons faire. Pour vivre cette expérience, il faut venir ici au Pima Air and Space Museum qui se situe à Tucson, en Arizona, dans le désert de Sonora. Pour admirer la collection, il faut affronter une température de plus de 40 degrés Celsius. Mais l'avion que nous venons voir aujourd'hui est au frais, un SR-71 Blackbird qui bénéficie d'une présentation très particulière. En effet, le musée a eu la bonne idée de le surélever et de ne mettre aucune barrière autour. Il est donc possible de circuler sous son ventre juste à portée de main. D'abord, c'est qui cet avion ? Il porte le numéro de série 17951. Il fut le deuxième SR-71 construit et il est le plus ancien existant encore. En 1971, il fut prêté à la NASA, celle-ci venant de perdre deux YF-12A. Il prit alors la désignation fictive de YF-12C et le numéro de série 06937 jusqu'en 1978. Après cette date, il fut rendu par la NASA et il reprit sa désignation et numérotation initiale. Donc nous sommes sous le ventre de cet avion. Et ce n'est pas banal de se balader sous le fuselage d'un des avions les plus mythiques de la création aéronautique et sans aucune barrière. C'est l'occasion de voir l'appareil sous des angles inhabituels et de voir des détails autrement hors de vue. Le train d'atterrissage principal est composé de 3 roues. Les pneus étaient changés toutes les quinzaines d'atterrissage et ceux-ci devaient être pas loin de leur fin de vie. Un gros plan sur les marquages d'un pneu indique les dimensions 27,5 par 7,5 pouces et qu'il s'agissait de pneus tubeless. Ces pneus étaient gonflés avec de l'azote pour éviter un incendie en cas d'explosion. Ils étaient qualifiés jusqu'à une vitesse de 239 nœuds, ce qui était large puisque le SR-71 se posait à environ 155 nœuds. Comme on le voit, la surface de l'aile n'était pas lisse, mais ondulée. Cette caractéristique permettait une meilleure résistance aux fréquentes variations de dilatation dues à la température, sans quoi le métal aurait pu se déchirer. Le train avant possédait uniquement 2 roues et se repliait dans une très large trappe, mais c'est parce qu'il n'y était pas seul. En passant une tête dans la trappe, on aperçoit au fond 2 réservoirs d'azote liquide. Cet azote était envoyé dans les réservoirs de carburant au fur et à mesure qu'ils se vidaient afin de rendre le milieu inerte et empêcher à grande vitesse une auto-inflammation du carburant, le JP7, quand sa température atteignait 300 degrés Celsius. Les cônes de prise d'air des réacteurs J58 participent beaucoup à la silhouette de l'avion. Ils étaient mobiles et pouvaient reculer plus ou moins dans leur nacelle pour contrôler de façon optimale l'onde de choc supersonique à l'entrée du réacteur. Le mouvement était géré par un ordinateur qui se trouvait juste à côté du compartiment du train avant. Ce J58 le voici. Il était à la fois un turboréacteur et un statoréacteur. Au fur et à mesure que l'avion prenait de la vitesse, la puissance était de plus en plus fournie par le statoréacteur. Ce sont ces conduits en bleu, au total au nombre de 6, qui lui permettaient de fonctionner comme un statoréacteur. Lorsque la vitesse atteignait environ Mach 2,2, une partie de l'air qui s'accumulait dans le compresseur était dirigée via ces conduits directement vers le canal de post-combustion. Ce réacteur pouvait fonctionner en permanence avec la post-combustion sans dommage, et c'est ce qui permettait une vitesse de croisière de Mach 3,2. Ces réacteurs ne pouvaient pas démarrer de façon autonome au sol. Un démarreur AG330 était nécessaire pour chaque réacteur. Ce démarreur est équipé de 2 moteurs automobiles Chevrolet V8 SL7 de 465 chevaux. Le démarreur servait en quelque sorte de manivelle, devant entraîner le réacteur à une vitesse de rotation d'au moins 3200 tours minute. Ensuite, on injectait dans la chambre de compression du tétraéthylborane pour amorcer la combustion du JP7. Si la forme aplatie du nez est l'image la plus emblématique du SR-71, ce qui est moins connu est que ce nez était interchangeable en fonction des missions.
ce qui explique de petites différences de forme. Une variante pouvait contenir une caméra, ou encore, comme ici, un radar qui pouvait scanner le sol. Les données recueillies étaient traitées et converties en images par un appareil nommé Goodyear Electronic Mapping System. La résolution atteinte était de 10 mètres. Cette caméra ne prenait pas place dans le nez. Elle était nommée Operational Objective Camera. Le SR-71 en embarquait 2. Elle permettait une vision panoramique et même stéréo du sol. 2 caméras de ce type prenaient place ici, sous le fuselage, à droite et à gauche. C'est le moment de rejoindre l'escadrille des abonnés et dans tous les cas d'activer les notifications, sinon vous allez manquer plein de choses.